forcément sur les routes de France que l'on se retrouve. Et au programme de la journée, nous irons en Ardèche, dans les Cévennes, dans le Périgord et en Corse. À l'honneur aujourd'hui, un fruit que j'adore, un fruit de saison que l'on trouve sur les marchés d'octobre à décembre, la châtaigne. On a tous en tête cette bonne odeur de marron grillé qui nous rappelle les fêtes de Noël, avec ses cornets vendus sur les trottoirs dans tous les marchés de décembre. Mais restons concentrés sur notre sujet car la châtaigne est un produit précieux qui a vaincu les famines, en Corse notamment, avec son pain du pauvre, et qui fait vivre aujourd'hui bon nombre de personnes sur les 5 régions productrices que sont l'Ardèche, qui compte 45% de la production, les Cévennes, le Var et la Corse, qui comptent pour 10% chacune, et enfin le Sud-Ouest, 25%. Au programme de ce voyage autour du fruit à Bogue, nous croiserons plusieurs producteurs. Nous cuisinerons une soupe traditionnelle ardéchoise avec notre pétillante Marité. Soyez gentil, donnez-moi ma grande cuillère. La grande cuillère. Là. Tenez. La spatule. Mais est-ce que les oignons sont cuits? Les oignons Pour voir sont avec la grande cuillère. entre la cuillère et les oignons, cette Julie. Je me chipote. Nous délecterons de marrons glacés, filerons en Corse cuisiner la farine de châtaigne et ses feuilles. On va chercher ce dont on a besoin et puis on les fait tous ensemble Je ici. ne sens pas tout à fait partant, vous. Mais tout à fait, bien sûr. Regardez, Quand on connaît le résultat, on est C'est bien vrai, sûr ça vaut le partant. coup. Mais bien sûr. Nous ferons la connaissance d'un artisan cévenol et on terminera notre voyage comme à chaque fois avec une recette de chef astucieuse pour égayer les déjeuners du dimanche. Et aujourd'hui, ce sera Claude Brioude qui s'y collera. Ce chef aime bousculer les codes et il travaillera la châtaigne avec le poisson, 2 produits de saison que l'on n'a pas forcément l'habitude de marier. Quand on fait du poisson, la châtaigne, on l'utilise, j'allais dire presque comme une épice. C'est pas une épice, mais on fait pas une grosse plâtrée de châtaigne. Voilà. C'est donc sur la route des châtaignes que je vous embarque. Un voyage qui traversera forcément la Corse, l'une des patries de l'arbre à pain, l'autre nom du châtaignier. Notre route nous mènera dans les Cévennes, où ces châtaigneraies ont été quelque peu délaissées, mais aussi dans le Périgord et forcément en Ardèche, où nous nous rendons dès maintenant. Nous sommes d'ailleurs en pleine récolte. Sur l'exploitation familiale de Michel, il est la 8e génération. La récolte semi-mécanisée bat son plein. Une période qui mobilise pour l'Ardèche environ 1000 personnes. Pour la moitié d'entre eux, il s'agit d'exploitants agricoles et pour l'autre moitié de personnes qui tirent un revenu complémentaire de la récolte des châtaignes. Avec environ 5000 tonnes par an, on est bien loin des rendements étrangers. Le plus gros pays producteur au monde, c'est la Chine, mais aussi on trouve de la châtaigne dans tous les pays méditerranéens en Europe, donc l'Espagne, bien sûr, le Portugal, l'Italie, la Turquie, la Grèce, l'Albanie. Voilà, tous les pays méditerranéens sont des gros producteurs de châtaignes. Les filets posés au sol sont levés afin de collecter les fruits qui sont ensuite aspirés puis débarrassés de leur bogue. Un produit frais à glaner rapidement avant qu'il ne soit touché par la moisissure au sol ou que le fruit ne se déshydrate. L'Ardèche est la seule région à posséder une AOP, appellation d'origine protégée, pour son fruit mais aussi pour sa farine depuis 2014. De quoi apporter la garantie de contrôle de qualité très stricte. Dans l'AOP, nous avons recensé 65 variétés. Elles sont toutes issues d'hybridation naturelle. L'homme est simplement intervenu dans la multiplication. C'est-à-dire qu'à partir du Moyen-Âge, les gens avaient pour habitude d'aller se nourrir dans la forêt. La sélection a commencé et ces 65 variétés ont été sélectionnées par des générations de producteurs et la plus récente a plus de 150 ans. Notre variété principale est la variété Combal. C'est une des variétés phares de notre département. C'est celle qui a fait la réputation des châtaignes de l'Ardèche parce qu'elle a une texture très fine et un goût très sucré. 65 variétés, soit, mais comment reconnaître le marron de la châtaigne ? Donc là, nous avons la graine du marronnier d'Inde, dont le fruit n'est pas comestible. Vous voyez, la bogue est moins épineuse que celle de la châtaigne. Et puis à l'intérieur, il n'y a qu'une seule graine. Alors que quand on ouvre les bogues des châtaignes, génétiquement, il y a toujours 3 fruits, mais ils ne sont pas forcément tous les 3 développés. Là, on les voit bien, tous les 3. Alors que là, il n'y en a qu'un qui a été pollinisé. Si je le sors, vous voyez. Voilà, un beau fruit au milieu et 2 fruits qui sont atrophiés sur les côtés comme ça, qui ne sont pas consommables bien sûr. Le fruit du châtaignier a une petite torche, voilà, alors que le marronnier d'Inde n'en a pas bien sûr. Les fruits collectés, ils sont acheminés vers les hangars de l'exploitation afin d'être passés au crible. Voilà, maintenant, nous faisons un tri par flottaison. Donc on enlève
Par flottaison, tous les fruits non conformes. Tombe au fond, bien sûr, tous les beaux fruits qui sont bien remplis. Il y a une partie qui partent au séchoir et puis une partie donc, qui sont épluchés en frais pour faire toute la gamme de produits transformés. Du côté de la salle de transformation, les châtaignes sont épluchées à la flamme, technique la plus efficace pour débarrasser le fruit de ses deux peaux. Elles sont à nouveau manuellement triées, à chaque calibre son utilisation. Enfin, avant-dernière étape, la cuisson à l'eau. C'est ensuite que les recettes varient. Confiture de châtaigne, crème de marron, marron glacé. La famille Grange décline dans ce labo ultra moderne tous les produits transformés de la châtaigne en fonction des saisons. So many questions, but many are less answers. I seem to leap from doubt to doubt, like a blind drift. Maintenant, direction Entraigues, toujours en Ardèche, où un microclimat, les fameux microclimats, semble régner. Pour passer chez un producteur de châtaignes qui, lui, continue à faire sécher ses fruits selon les méthodes des anciens, dans un séchoir traditionnel. When I'm back where I began, just like this recurrent dream that I used to have. The more I run towards you, the further I am. But if I close my eyes, then maybe I'll see you. And if I stop and I can't pretend, then maybe I'll reach you. You'll get there in the end. Bonjour, Oh, bonjour. ça va bien, moi c'est Julie. Enchanté. J'ai eu du mal à vous trouver, hein. Ah, mais c'est les petites routes de l'Ardèche. hein. Ouais, j'ai l'impression. Mais de toute façon, où que j'aille en Ardèche, j'ai toujours du mal. Ah, ben. Ça se mérite. Ça c'est se mérite, voilà. Exactement. Ah bah là, on est dans le vif du sujet, hein. Et ben voilà, oui, la partie du séchoir, donc la clède. La clède, c'est quoi? C'est le séchoir de Alors, c'est le châtaigne séchoir entier, oui. Toute C'est la pièce, là, C'est dans toute laquelle la on est. pièce, plus le sous-sol où est le feu. Ah, parce qu'il y a un trou, là? Alors, dessous les caillebotis et les châtaignes, il y a un petit trou qui permet à la fumée de monter. En fait, dans une clède, on fait un feu et la cheminée, on va dire, le conduit de cheminée, ben, c'est le séchoir. D'accord. Et pourquoi les sécher, d'ailleurs? On les sèche pour permettre de les conserver toute l'année. Combien de temps ça sèche? Alors ben là, il nous faudra au moins 3 semaines en fonction des climats. 3 semaines de feu continu? Oui, de feu continu, jour et nuit. Alors très Ah, tranquille. ça consomme du hein, bois, quand même, hein. bah, oui, un petit peu, mais pas énormément, puisqu'en fait, on profite toute C'est l'énergie. juste C'est-à-dire la la fumée. fumée, Mmh, voilà, c'est la je fumée, tout passe là, quoi. Et alors, vous êtes cultivateur de châtaignes? On peut dire ça? Oh, ben, cultivateur, oui, mais on est surtout des castanéiculteurs. C'est le nom qu'on donne aux personnes qui entretiennent, qui ramassent, qui plantent des châtaigniers. On va voir le feu? Allez, on va voir le feu. La particularité d'une clède est d'être construite sur une pente, le dénivelé permettant d'installer sur 2 niveaux le foyer et le séchoir. Comment transformer des contraintes géographiques en atouts? Ah bah dites donc, ah oui. C'est comme un antre de cheminée. Hein. Donc là, j'ai rassemblé pour allumer le feu. J'ai commencé à ramasser un petit peu des feuilles de châtaignier pour faire un Bien peu de sèches, c'est ça? bien sèche, ouais. Et puis bon, ça permet d'allumer le feu. Et quand le feu sera bien installé, on va le recouvrir avec ces cosses, c'est-à-dire ce qu'on appelle la cosse, c'est la peau de la châtaigne quand elle est sèche, qu'on vient de la peler une fois sèche, pour bien étouffer. Bon, on est prêt? On va l'allumer on y va, de on toute y va. manière. Bon, bah écoutez, je crois qu'on va pas rester là. Hein. Non, ouais, ça va, on a compris Parce en que même temps. La viande fumée, non, Non, mais pas celle-là en tout cas. Bah écoute, je savais pas que ça se préparait comme ça, les châtaignes. Patrice me prépare un sac généreusement chargé de châtaignes séchées. Elles vont me servir pour ma prochaine recette, une soupe ardéchoise revigorante. Bon alors, c'est tout droit, hein. Pour D'accord, la ouais. route. À bientôt. Salut, bon travail. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. Bon, bah maintenant qu'on a nos châtaignes séchées, on va pouvoir aller cuisiner la soupe traditionnelle qui s'appelle donc le cousinat chez Marité. Et Marité, elle s'y connaît en matière de châtaigne parce qu'elle est membre de la confrérie de la châtaigne. C'est très sérieux. Elle n'est pas très loin d'ici d'ailleurs. Elle est à peu près à 10 minutes au nord-est d'Entraigues. Enfin 10 minutes. Je ne sais pas si j'ai compté en route de montagne et avec notre petite voiture. Hein, Micheline? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was.
Bonjour. Bonjour Marité. Je suis venue avec quelques châtaignes C'est une bonne idée. fraîchement séchées. Voilà. Je vous fais un bisou. Bonjour, avec plaisir. Alors c'est combien? 3 ici, hein? Ah Allez, oui, en 3. Ardèche, c'est 3. Il n'y en a jamais 3. Voilà, tout à fait. Alors voilà, Alors, j'étais faites-moi chez voir un un petit peu. castanéiculteur Faites-moi voir un et petit il m'a peu. donné ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec Ah ça? bah je sais pas, mais on m'a dit que vous étiez la reine du cousinat et que c'était la soupe de châtaigne emblématique de la région. Je vous explique que ces châtaignes, pour faire une cousina, il faut d'abord les mettre trempées pour les réhydrater. Ah, mais alors ça doit tremper combien de temps? Oh, une nuit. Aïe. Puisque vous m'aviez un petit peu prévenu de votre venue pour faire un cousina, moi j'en ai mis trempé, j'en ai vous êtes trop réhydraté les maline. châtaignes. Hop, hop, on y va. Alors Tout à qu'est-ce fait. qu'on fait? C'est quoi d'ailleurs cette soupe? Expliquez-moi. La soupe, c'est une soupe de châtaignes séchées qui s'appelle les châtaignons en bon français, mais en ardéchois, ça s'appelle des cruses. Et la cruse, c'est la châtaigne sèche. Ça c'est vraiment le potage traditionnel de la région. Oui, c'est potage, c'est pas le potage de tous les jours quand même. hein. Après avoir réhydraté pendant 24 heures les châtaignes séchées, les châtaignons comme on les appelle, nous débutons la cuisson à eau froide en pensant bien à ajouter du sel pour casser le sucre du fruit. On va y mettre un oignon piqué de clous de girofle. Comment vous dites? Un oignon, Un oignon. oui. Ah, vous dites un oignon. Ou une cèbe, comme vous voulez. Ah bah là je suis encore plus perdue. L'oignon ajouté, on laisse mijoter à petit bouillon pendant 1h30. Oula, oui. Oui. Faut vraiment s'y prendre 27 heures à l'avance. On se met dans les transats, chiche? Allez, chiche, dans le transat. Sous le châtaignier, parce que vous en avez même dans votre jardin des châtaigniers. Quant à nous, nous en profitons pour nous accorder une pause pour mon petit carnet face à la montagne ardéchoise. Ah tiens, Oui. ça me revient. Oui. Qu'est-ce que c'est la chanson de Jean Ferrat? Pourtant, que la montagne, je vais le massacrer. Belle. Comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver? Eh, bravo. Ah bah comme ça je la connaîtrais, comme je pouvais pas repartir de là. Je pouvais pas repartir de l'Ardèche sans la connaître. Faut que je suis condamnée à rester allongée. Chanter c'est bien, mais notons aussi, pour le cousinat de Marité, nous avons besoin d'1 kilo de châtaignes séchées, de 2 oignons ou oignons piqués de clous de girofle, de 6 feuilles de laurier, une grosse poignée de pruneaux dénoyautés, 4 cuillerées à soupe de farine de châtaigne, une cuillerée à soupe de farine de blé et 30 centilitres de lait entier. Fini de nous délasser, retour en cuisine. Eh bien, écoutez, on va rajouter les pruneaux. Les pruneaux dénoyautés, Les pruneaux dénoyautés. Et là, ça mijote combien de temps? Alors là, on va le laisser mijoter un petit moment, 10 minutes, un quart d'heure pour qu'il se D'accord. réhydrate bien. Et pendant ce temps-là? Voilà. Et pendant ce temps, je vais délayer la farine de châtaigne. Il y a un petit peu de farine blanche, un tiers de farine de blé et 2 tiers de farine de châtaigne. De châtaigne. Et là, vous mettez juste un peu de Voilà, lait. je mets du lait pour le délayer. On incorpore cette préparation à la soupe pour l'épaissir, mais point trop n'en faut, 5 minutes plus tard, le cousinat est cuit. Voilà, allez, on va verser ça Direct. comme faisaient les grands-mères. Allez. Hein, on va pas faire des gnognos. Non, vous avez raison, c'est ce qui est le plus efficace. Je vais à table direct? Oui, Je vais mettre ça comme j'apporte ça. la louche et le lait. Et le lait? Ah bon, vous servez ça avec du lait? Ah, mais c'est super avec du lait. Vous en rajouterez ce que vous Ah bon, voudrez. d'accord. Chacun fait sa soupe, quoi. Voilà, chacun fait sa soupe à sa façon. Vous vous rendez compte que c'est mon premier cousinat, quand même, hein? C'est bien. Ça se fête. Et en Ardèche. Ça se fête au jus de pomme. Ah, voilà qui me plaît. Encore un petit peu, Julie. Allez. Un tout petit peu. Voilà. Merci. Allez, je vais vous tenir compagnie. C'est drôlement bon. C'est drôlement bon. Il y a un goût auquel je ne m'attendais pas du tout. Il y a une acidité. Je dois dire que le pruneau se marie très bien avec la châtaigne. Hein. Mais vous savez, ce qui est agréable, c'est que c'est à la fois... C'est léger parce qu'il n'y a pas de matière grasse. Pas du tout. Donc, un petit peu de lait. Et en même temps, on sent que c'est consistant, c'est nourrissant. Et il y a des morceaux, une Du partie bouillon. un peu plus onctueuse, plus bouillon. Exactement. Il y a un peu de tout. J'adore ça. Une belle découverte que ce plat revigorant qui va m'aider à continuer mon voyage sur la route des châtaignes. En Ardèche, les recettes ne manquent pas. Et c'est justement pour un délice de confiseur, les marrons glacés, que je tenais à vous donner quelques astuces. Ils n'ont de marrons que le nom, puisque comme vous l'avez compris, ce sont bien des châtaignes que l'on fait cuire puis confire dans le sucre.
recette fastidieuse, c'est d'ailleurs pour cela que bien souvent on les achète tout faits. Mais si vous avez un peu de temps et de patience, ce n'est pas si compliqué à préparer et vous ferez de belles économies. Allez, je vous propose d'en apprendre le tour de main auprès d'Edith qui anime régulièrement des cours de cuisine chez elle et qui justement en dévoile la technique à quelques studieux élèves. Mais avant de retrouver Edith en cuisine, c'est en forêt, et plus précisément dans un bois communal où il est bien entendu autorisé de venir ramasser librement, que nous la rejoignons pour une petite cueillette. Comme la bogue elle est tombée, elle est ouverte, ça veut dire que c'est prêt là, c'est mûr. Normalement on n'oublie pas nos gants. Et puis voilà, ça fait une balade, c'est sympa. En fait voilà, elle est encore blanche à l'intérieur, c'est pas bon ça. C'est pas arrivé à maturité. C'est assez fragile en fait les châtaignes, on arrive à les garder quelques jours dans le bac du frigo comme ça pour les conserver, mais on peut pas les garder très longtemps, elles sèchent après, elles s'abîment. En route pour l'atelier dans la maison d'Edith pour finir les derniers préparatifs. J'en fais chaque année, c'est un gros travail, hein, donc on se dit pas d'un seul coup tiens je vais faire des marrons glacés. Non, il faut y réfléchir avant, il faut préparer, il faut du temps devant soi. Il faut être là, il faut être disponible pas longtemps, mais tous les jours pendant au moins une semaine. C'est un gros travail, mais ça vaut le coup. Si on est gourmand, c'est très bon. Le petit groupe de cuisiniers amateurs ne devrait plus tarder à arriver pour apprendre à confire et glacer les châtaignes. Bonjour. Salut, bonjour, Aurélie, Chang, bienvenue. Prête pour l'atelier châtaigne? Oui. Alors, je vais vous faire enfiler un tablier chacune. Merci. Et maintenant à Edith de jouer, capter l'attention et simplifier au mieux la recette, souvent tenue secrète par les confiseurs. On démarre avec des châtaignes qui s'appellent les bouches rouges. C'est une variété particulière. Elles ont cette peau comme ça vraiment très rouge. Et c'est la variété qui est la plus adaptée à la préparation des marrons glacés. Si la bouche rouge est originaire d'Ardèche, on en trouve aussi dans le Gard, la Lozère ou les Causses. Elle n'aime pas trop l'altitude, moins de 500 mètres en général, et surtout craint l'humidité, ce qui explique que l'on en trouve peu dans le sud-ouest. Peut-être ce qu'on va commencer par faire, c'est le plus difficile en fait, c'est d'éplucher les châtaignes. C'est parti? On va enlever la première peau, et ensuite on plongera les châtaignes 3 minutes dans l'eau bouillante pour qu'on puisse enlever la seconde peau. Les marrons sont alors plongés 2 à 3 minutes dans l'eau bouillante, puis épluchés dans la foulée sans être refroidis. Tu vois, la seconde poêle s'enlève. L'étape suivante, ça consiste à les cuire. Tout simplement les cuire à l'eau bouillante, comme on cuit des pommes de terre. Hein. Parce que si on ne les cuit pas au préalable, malgré le confisage qui va durer 6 ou 7 jours, on n'arrivera jamais à avoir une châtaigne qui est fondante au final. Dans combien de temps Alors on va les plonger dans l'eau bouillante pour environ une vingtaine de minutes. Du coup, nous, pendant ce temps-là, on peut commencer à préparer le sirop. Pour 1 litre d'eau, on va mettre 250 g de sucre. Alors on peut évidemment aussi, par exemple, parfumer le sirop. On peut mettre un trait de rhum, on peut mettre un trait de cognac. Ça marche bien, de toute façon ça va rester concentré dans le sirop. De la vanille, bien sûr. Tiens, on va faire ça, on va mettre un peu de vanille, d'accord? Laissons au sucre le temps de fondre et au sirop d'être porté à ébullition pendant 5 minutes. Puis les châtaignes y sont plongées, le feu coupé et les fruits abandonnés jusqu'au lendemain. On couvre et c'est fini pour aujourd'hui. Et on fait la même chose pendant 6 jours. Le confisage, ça permet en fait de remplacer l'eau qui est dans la châtaigne par du sucre. Et on remet pas de sucre. Et on remet pas de sucre puisqu'à chaque fois qu'on maintient l'ébullition, à chaque fois, le sirop va se concentrer. Ultime étape, le glaçage, en réutilisant une partie du sirop, celui qui aura servi durant 7 jours au confisage. On va ajouter du sucre glace. Oups. Ah oui, il faut en mettre beaucoup quand même. C'est ce principe-là, hein, voilà. On va prendre le marron qui est prêt, là. On le plonge dedans. Délicatement, on égoutte. Et on le pose sur la grille. Donc là, on va attendre tranquillement que ça sèche. Ça va prendre quelques heures. Hein. Je pense que ce soir, on pourra les goûter. Mais en même temps, je vais quand même vous faire goûter, histoire que vous ne partiez pas quand même avec l'eau à la bouche. Aurélie? Allez. Tiang? Merci. C'est très bon. Ce que j'adore, c'est que
le sirop il est rentré dedans. Et je me demande comment il fait pour rentrer dedans. C'est la magie de la confiserie sans doute, Chom. Voilà, on a fait de la magie aujourd'hui. Armé de patience, vous pourrez vous aussi vous en régaler. Le plus compliqué finalement étant l'épluchage. Je n'ai pas peur de la route, faudra voir, faut qu'on écoute des méandres creux des reins et tout ira bien loin. Le vent nous portera. Je reprends le volant avec l'idée d'en savoir un peu plus sur cette châtaigne que j'aime tant et dont j'ai appris qu'elle était en danger. Figurez-vous que depuis 2010, le cynips du châtaignier a fait son apparition en Ardèche. Originaire de Chine, le cynips est un insecte de la catégorie des hyménoptères, une sorte de micro-guêpe qui pond ses œufs dans les jeunes pousses de châtaignier, les larves se développant dans le bourgeon sans être repérées durant l'hiver, et elle perturbe le bon développement de la feuille et des fruits lors de la floraison. C'est une vraie catastrophe contre laquelle il est difficile de lutter. En 2015, le cynips a même rejoint le Gâtinais et surtout pour la première fois l'Aquitaine, menaçant cette région de production. Nous voilà repartis. C'est toujours du côté de l'Ardèche et précisément à Privas que l'on se rend pour rencontrer Elina, spécialiste de la lutte biologique contre le cynips à la Chambre d'agriculture. Une cellule y a été ouverte pour accompagner les castanéiculteurs face à ce fléau. Le cynips est un vrai problème actuellement pour les castanéiculteurs parce que concrètement, quand vous avez une pousse qui est impactée par le cynips, une pousse comme ça où on n'a plus de croissance, on n'a plus de bourgeon terminal, c'est une pousse qui ne va pas former de rameaux, donc qui ne va pas former de feuilles et surtout qui ne va pas former de fleurs et donc de fruits. Il impacte vraiment la production. On chiffre d'ailleurs dans certaines châtaigneraies un taux d'attaque de 90% des bourgeons. Des dégâts fulgurants pour un si petit insecte. C'est très petit un cynips, ça fait quelques millimètres. Et comme en plus il a une petite particularité, c'est qu'en France il n'y a que des femelles. Les femelles forment des femelles qui forment des femelles. Il n'y a pas besoin de reproduction. Donc ça, ce sont des galles de cynips. Dans une gale, on peut trouver 2, 3, 4, 5, 10 cynips. Mon record est à 18. C'est une petite excroissance de bois et cet habitat va protéger le cynips. La lutte biologique reste aujourd'hui la méthode la plus efficace. Les chercheurs ont d'ailleurs clairement identifié le prédateur naturel de cette petite guêpe, un certain Thorimus. Et pour cela, un protocole assez artisanal a été mis en place par l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique. Les galles sont gardées dans une boîte hermétiquement fermée dans laquelle pourront éclore les Thorimus. Le Thorimus, quand il sort vers la lumière, nous, on le récupère et on ramène le tube au laboratoire. Nourris au miel pendant 3 semaines et une fois adultes, ils peuvent être relâchés dans les vergers. Sur le terrain, Sébastien, le collaborateur d'Elina, visite les producteurs de châtaignes afin de poser un bilan sur la propagation du cynips. C'est justement dans la châtaigneraie de Daniel que nous le retrouvons, une châtaigneraie dont la récolte risque d'être diminuée cette année de 50 à 60%. En octobre 2014, face à l'urgence un peu de la situation, on a mis en place un appel aux dons auprès du grand public pour faire en sorte que chacun puisse contribuer à la sauvegarde de la châtaigneraie. Alors globalement, on a réussi à réunir environ 240 000 €. Et sur ces 240 000 €, il y en a à peu près 40 000 qui proviennent de particuliers. Un lâcher de Thorimus coûte à peu près 250 €. On peut faire 1 millier de lâchers à peu près. Un arbre comme ça, c'est des milliers de galles, quoi. Donc on a lâché 100 Thorimus sur les secteurs. Donc il va falloir qu'ils se reproduisent, qu'ils rattrapent un petit peu son retard. Et ça, on espère que cet équilibre, on va l'avoir dans 5-6 ans, quoi. Le cynips sera toujours présent dans les châtaigneraies, mais avec le Thorimus, donc ce qui fait qu'il y aura un équilibre naturel qui se créera et les deux vivront et cohabiteront, quoi, sur un équilibre. Aujourd'hui, la seule variété qui est résistante, c'est Bouche de Bétisac. Une variété de châtaigne développée en 1962 par l'INRA, qui malheureusement n'est pas inscrite sur la liste de l'AOP ardéchoise. Une variété à peut-être envisager plus massivement dans les vergers pour préserver nos châtaigneraies françaises.
traverser la Méditerranée pour se retrouver en Corse. Vous sentez cette odeur de maquis, ce parfum de fleurs sauvages. Oh, j'adore la Corse, ses villages et par-dessus tout, ses montagnes. C'est dans le Cap Corse que je vous emmène, car ici, peut-être plus qu'ailleurs, la culture de la châtaigne est fondamentale. Contrairement à l'Ardèche, ici, la plupart des châtaignes sont transformées en farine, une farine d'ailleurs protégée depuis 2010 par une AOP. Si historiquement elle a permis de lutter contre les famines et les disettes, actuellement la farine de châtaigne, exempte de gluten, est recherchée pour ses atouts nutritionnels, puisqu'elle contient des protéines, des acides aminés essentiels et des fibres. Et pour en savoir un peu plus sur ce produit d'excellence, j'ai rendez-vous avec Jean-Louis, un castanéiculteur du Cap Corse. C'est magnifique cet endroit, on va jusqu'à la mer. Salut Jean-Louis. Et salut Julie, ça va? Alors t'es au travail? Eh oui. Sont là les châtaignes. Environ 30. Oh dis donc, ah oui on marche dessus carrément. Eh oui. C'est étonnant. Alors en fait c'est ici que tu les fais sécher? On les fait sécher au feu de bois. Là on est sur une propriété familiale ou que tu as racheté? Familiale. Familiale, donc tu as planté des châtaigniers ou ils étaient déjà là? Non, ils étaient déjà là et on en a planté aussi, on en a greffé aussi. D'accord, c'est pas des châtaignes sauvages entre guillemets. Non. Parce que ça donnerait pas les mêmes fruits? En fait, je suis en AOC, on a un cahier des charges où on ne peut pas utiliser ces fruits-là. Ah bon? Il faut des variétés corses reconnues. Alors, j'ai appris qu'il y avait quand même un parasite qui sévissait en ce moment et qui gangrénait les châtaigniers, oui, pas oui. seulement ici d'ailleurs. Ça vient d'Asie d'abord, Ah, ça a transité par d'accord, c'est l'Italie. Et là, on l'a depuis, il me semble, depuis 2010 en Corse. Ça a dû diminuer vos récoltes Là, on a 10% de production. Non. Tu veux dire que tu as perdu 90% de ta récolte cette année à cause de ce petit... À cause du Cynips. Non. Ça manque à gagner énorme. Ouais, j'imagine. Mais nos castanéiculteurs ne se laissent pas abattre pour autant, il faut apprendre à faire face. Nous quittons justement le séchoir pour la minoterie, puisque comme je vous le disais, ici presque 100% des châtaignes sont transformées en farine après avoir été épluchées par le clan familial. Bonjour. Les ouvriers, bonjour. Toutes les générations. Pardon, je vous en prie. Bonjour. Et bonjour, salut. C'est parti. Ah oui, effectivement, c'est pas loin. Alors, comment ça marche? Alors là, je mets les châtaignes là-haut, dans la trémie. Et là, elle s'écoule très très lentement. En fait, elle descend très lentement. Une par une. Voilà, une par une. Oh. Donc la châtaigne tombe là-dedans et à l'intérieur, il y a la farine qui ressort. La meule qui tourne en haut, la meule de pierre. Ah oui, on la voit. Et c'est une pierre particulière? C'est une pierre de la région? C'est une pierre de la région, c'est du schiste. Ah, c'est du schiste, une pierre très très dure, quoi. Très dur. Alors là, on peut la goûter? Ouais, attention les doigts. Ouais, t'as raison, on ne veut pas que je me fasse meuler les doigts. Elle est très fine. Qu'est-ce que c'est bon? Mais ça s'apparente plus à de la fécule de maïs, tu sais, en texture. Oui. Elle est beaucoup plus fine que la farine. Oui, c'est clair. Mais en goût, c'est très sucré. La farine de châtaigne, moi, c'est un produit que j'adore, mais le seul inconvénient, c'est qu'elle se garde pas longtemps. T'es d'accord? On peut la garder et la conserver 1 an quand même. Hein. Ah bon? Oui. Dans Après un emballage sous ouverture? vide. Ah non, voilà. Mais une fois qu'elle est ouverte, c'est assez Après rapide. ouverture, on peut la mettre au congélateur. Ah, c'est pas bête ça, la farine de châtaigne au congélateur. Très bonne idée. Ben oui, elle rancit pas comme ça. Voilà. Alors moi, j'aimerais bien connaître quelques recettes quand même pour mettre en valeur la farine de châtaigne. C'est toi qui cuisines à la maison? C'est ta femme? C'est ma femme. Eh bien, nous partons à la rencontre de sa femme Nathalie, qui m'attendait déjà en cuisine. Et c'est entre filles sans Jean-Louis que cela se passe maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on va Allez, bon cuisiner, courage. nous? Alors, on va Merci, faire Jean-Louis. des castagnacci, c'est des espèces de galettes à la farine de châtaigne. C'est très simple. Des galettes qui ressemblent à comme des crêpes, des grosses... Des blinis? Des blinis plutôt. Ah, c'est ça, voilà. C'est un peu l'épaisseur du blinis. Ouais. Pour la texture de la pâte, en fait. D'accord. Et en fait, après, on mange ça avec du brioche ou du fromage frais. Elle est bien... Comment dire? Pas rousse, mais elle est blonde, quoi, cette farine. Ouais, hein. elle est un peu... On dirait tache. Elle a des reflets au Ouais. burn. C'est vraiment typique. Alors, dis-moi. Alors, je mets un verre d'eau, enfin, je remplis un verre d'eau comme ça, après je fais D'accord. Et après, au fur et à mesure, quand on délaie, on... Tu rajoutes quoi? Des œufs ensuite? Non, non, que de l'eau et Ah bon? du sel et la farine. Ah oui, là, c'est tout simple, en fait. Tout simple.
Ouais, tu délayes, effectivement. Ouais. Je prends le relais. Est-ce que ça va, là? Encore un peu. Encore un peu? Il faut que ce soit assez liquide, en fait. Comme, voilà, parce qu'en fait, il faut vraiment que ça coule dans la poêle. Ah, d'accord, que ça coule, d'accord. Qu'est-ce que tu en penses? Là, je pense que ça va aller. C'est bien là? Une poêle chaude et un peu de matière grasse, on peut faire cuire nos galettes comme des pancakes. Et alors ces galettes, c'est plutôt au goûter, au petit déjeuner ou c'est carrément un repas pour vous? Ça peut être un repas accompagné de figadé ou simplement comme ça. Hein. Le figatel, c'est la saucisse de foie. Ouais. Pendant que Nathalie, au tour de main bien rodé, empile les galettes, j'en profite pour noter la recette des castagnacci, pour lesquelles il vous faudra 250 g de farine de châtaigne, pas besoin de faire le voyage jusqu'en Corse pour en trouver, de l'eau, environ 1 à 2 verres, une pincée de sel et de l'huile. Et c'est en famille, avec d'autres spécialités maison, que l'on entame cet encas sur le thème de la châtaigne. Et ça, c'est le brooch qui est donc fait avec le petit lait du fromage. Bon, allez, je vais prendre le brooch parce que ça, j'ai rarement l'occasion d'en manger quand même sur le continent. On met rien d'autre, pas de sucre, pas de miel, rien. Non. Ça se mange comme ça. Et ça se mange comment d'ailleurs? On le replie comme une... Comme un sandwich? Ouais. Tu mets le fromage au milieu? Ouais. Moi, je fais ça comme ça. Alors, je vais regarder le chef. Voilà. Ah oui, carrément. Voilà. Une petite crêpe, quoi. C'est la crêpe. Avec les mains. Eh ouais, c'est ça, t'as même pas besoin de couvert. Ça, c'est le bonheur. Ce qui est très bon, c'est le côté un peu à la fois sucré et toasté de la châtaigne, parce qu'on sent quand même l'aspect fumé, tu sais. Oui, oui. Ça garde un côté fumé. Oui. Et en même temps, avec l'acidité, la fraîcheur vraiment du brooch, c'est un contraste très agréable. Ça, c'est très moelleux, la crêpe autour. Comme toujours, un produit dégusté au plus simple, un véritable enchantement pour le palais. Bref, en galette, en gâteau, en pasta, la farine se savoure aussi bien sucrée que salée. Dans la châtaigne, c'est un peu comme dans le cochon, tout est bon. On a vu le fruit, voici maintenant une recette étonnante qui ne serait pas réalisable sans les feuilles de châtaignier. Direction le centre de l'île, le pays de Corte, où se trouve un petit village accroché à sa montagne, Santa Lucia di Mercurio, où j'ai rendez-vous au bord de la rivière avec Claude, un enseignant à la retraite qui est aussi apiculteur, mais surtout passionné de cuisine corse, la vraie. Alors au menu avec ma bande de copains, des millac, une recette que Claude a appris avec sa tante. Pas de châtaigne, mais des feuilles de châtaignier qui vont servir de moule et donner leur goût. Tout cela m'intrigue. Bonjour. Bonjour. Alors lequel de vous est Claude? Xavier. Il est là, Claude. Et bienvenue dans le Cheminal de Sainte-Lucie. C'est du côté du four que tout se passe maintenant. Un four à bois que Claude a déjà pris le soin d'allumer pour y cuire nos galettes sur feuilles de châtaignier. Le four, on va cuire en hiver. Quand les châtaignes sont tombées, on va ramasser les feuilles. Et ce n'est que pour les millages. Ah bah dites donc, vous devez en faire beaucoup dans l'année alors. Ouais. Eh bien, écoutez, les occasions de se réunir sont assez fréquentes. Hein. Je savais pas que ça sentait autant. Elle sèche au fur et à mesure. Et alors, cette galette, elle ne se fait qu'avec des feuilles de châtaignier? Qu'avec des feuilles de châtaignier qui ont été mouillées la veille, de façon à retrouver une certaine souplesse et à ne pas brûler immédiatement. Vous voyez que ça n'a pas la même consistance que celle que vous avez à la main. Attendez, Ah oui, non, en effet, elles sont beaucoup plus souples. Ça sert surtout à protéger et à donner le goût unique de la feuille de châtaignier. Il est l'heure de passer à la cuisson. La pâte à base de farine, de petit lait de brooch, d'œufs et de fromage de brebis ayant déjà été préparée par Claude 2 heures plus tôt. Et maintenant, il faut être plusieurs. Celui qui dresse le plateau en feuilles de châtaignier, celui qui verse la pâte et les morceaux de fromage. J'ai jamais vu une recette pareille, hein. On peut le trouver nulle part ailleurs, ça. Celui ou celle qui aplatit et badigeonne d'œufs la galette pour la faire dorer. N'ayez pas peur d'aplatir éventuellement. Ah, d'aplatir, pour d'accord. que ça prenne un petit peu plus de... Voilà, très bien. Très bien. Et celui qui enfourne. 4 personnes pour une galette, il n'y a qu'en Corse qu'on voit ça. Plutôt je tape en punta boule. Qu'est-ce que vous avez dit là? J'ai dit plutôt les feuilles, plutôt à la pointe de la pelle.
Parce qu'autrement, comme elles sont mouillées, elles C'est ont pas du facile mal de à... sortir. Il n'y en a pas assez du fromage là-dedans, il en faut sur le dessus, c'est pour que ça gratine. Voilà. Pour les millages de Claude, il vous faudra 1 kg de farine, 4 œufs, 1 litre de petit lait de Broutch, 4 sachets de levure de boulanger et 4 fromages frais de brebis. 15 minutes plus tard, les fameux millages sont cuits. Claude me laisse l'honneur de les sortir du four. Attention, une margarita pour la 10. Hop, voilà. Hop. Oh, ça a l'air terrible, ça. C'est moelleux et croustillant à la fois. Oh, c'est bon, mais surtout la feuille donne un goût incroyable. Il y a un côté boisé. À l'intérieur, c'est hyper onctueux. Il y a le fromage en morceaux qui coule. C'est bon, les garçons, on n'a pas travaillé pour rien. Bon, si les garçons ne me rejoignent pas, j'ai bien peur de tout dévorer. Cela se confirme donc, tout est bon dans le châtaignier. Allez, après cette belle soirée corse, me voici de retour sur le continent. Autre paysage, autre ambiance, les Cévennes m'accueillent sous le soleil. La route est moins escarpée que celle de nos amis corses, mais je peux vous dire que là aussi ça se mérite. Si je vous emmène ici, outre le fait qu'on y produit des châtaignes, c'est parce qu'on y trouve l'un des derniers vanniers de France. Quand je vous disais que dans la châtaigne tout est bon, il travaille le bois de châtaignier, non pas pour les meubles, mais pour toutes sortes d'objets de vannerie. Dany Vilaine a quitté il y a 7 ans un job en région parisienne pour venir s'installer ici et développer un commerce de vannerie. Il transmet désormais son savoir dans les écoles et forme même quelques apprentis. Ce métier, je l'ai appris complètement et entièrement en autodidacte, puisqu'au départ, j'ai fait 15 ans de chaudronnerie. Et habitant dans les Cévennes, je me suis rendu compte que toute la matière était là. Et donc c'est comme ça que je me suis lancé à travailler le châtaignier. C'est un bois que j'aime parce que c'est un bois qui est très tortueux. Par exemple, sur des formes comme ça, là, ce que je vais en faire, ça va être une corbeille à fruits. C'est des morceaux de bois qui ont presque 50 ans. Hein. C'est pas des morceaux qui datent d'hier. Hein. On les trouve dans toutes ces châtaigneraies qui sont plus du tout entretenues aujourd'hui. Parce qu'il faut bien comprendre que les Cévennes, ça reprend de l'essor depuis quelques années. Mais les châtaigneraies, elles ont subi une désertion totale dans les années 50, là. Et on a commencé à revenir habiter dans les Cévennes dans les années 60-70. On va arriver à ce genre de choses, ce qui va nous faire la structure pour après passer au tressage. Et ainsi de suite, on va faire que ça pour aller jusqu'à la fin du tressage. Je travaille aussi à transmettre mon savoir-faire. Donc je travaille dans les écoles, je travaille avec les communautés de communes, je travaille pour les centres aérés et je fais moi aussi 8 mois sur 12 dans l'année des stages pour les adultes et les enfants. Une autre illustration de l'utilisation du châtaignier à travers le portrait de Dany, artisan totalement dédié à son art au beau milieu des Cévennes, terre d'inspiration. Un peu plus au nord, la météo est moins clémente. Après la pluie, le froid s'est installé en Périgord, région de production de la châtaigne. C'est à Nontron que je dois rejoindre Brigitte, infirmière de profession. Elle a choisi il y a quelques années de se réinstaller dans son village de naissance. Brigitte est une passionnée de cuisine et elle tient de sa tante Andrée la recette d'un dessert bien d'ici, le nontronais. On n'oublie pas la boîte à marron. Bonjour Brigitte. Bonjour Julie. Je suis venue avec les châtaignes. Merci beaucoup. Bonjour madame. Bonjour Julie. Je vous présente ma tante Andrée.
Bonjour André. Bonjour Julie. Nous allons à la cuisine. Vous venez avec nous? Bien sûr, avec plaisir. Merci Julie pour vos châtaignes. Ah ouais, je vous en prie. Je peux vous dire qu'elles sont bonnes. Alors, je vous en ai apporté 2 sortes. Je ne savais pas comment vous vouliez les faire, si vous vouliez les décortiquer vous-même ou pas. Elles sont très belles, mais ce sera plus simple de prendre les... on est d'accord. Les décortiquer. Racontez-moi l'histoire de ce gâteau. C'est un gâteau de famille que j'ai toujours mangé depuis que je suis enfant. Et donc, c'est ma tante qui transmet la recette. Voilà, mes parents m'ont transmise. Voilà. Et voilà, Mais ainsi va la cuisine. Enfin, la cuisine familiale. Bah, exactement. Mais c'est Moi, un je gâteau fais- de la région. Ah, c'est quand même un gâteau de la région. C'est un gâteau qui s'appelle le non-trôné. Ah bah oui, alors là, il n'y a pas de doute. Voilà. Et on le trouve, la recette, dans un vieux livre de recettes périgourdines. C'est vrai? Oui, je vais vous montrer. Ah, j'adore les La vieux livres de Mazie. cuisine. La Mazie, Voilà. c'est la Bible des Périgourdins? Oui, c'est une des Bibles, il y en a plusieurs. Et alors, je vois qu'il y a un Donc, voilà, marque-page. c'était- vous l'avez- Voilà, je vous l'avais, Le non-trônais. Ah oui, c'est la preuve que c'est vraiment local. Tout à fait. Allez, c'est parti. Brigitte commence par cuire ses châtaignes. Sa technique à elle, c'est la vapeur pour qu'elles restent plus fermes. Et elle ajoute aussi quelques morceaux de sucre, comme l'a toujours fait sa tante. On met 6 morceaux de sucre. Vous mettez 6 morceaux de sucre? Oui. D'accord. Une fois cuites, elles sont passées au presse-purée. C'est dur. Je vais vous les rajouter alors. Voilà, Je préfère que je... Ah, elle a l'habitude, André. Allez, voilà. Au bout de 450 non-trônais, elle a la main. Oh là là, ah oui, dites donc, quelle poigne. Oh, j'arrive même pas à passer avec mes marrons là. Je peux même pas rentrer. Non, mais elles sont dures. Donc, je peux essayer, André? Juste pour savoir. Je veux bien. Ah oui, dites donc. Oula. Oh là 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 là. Comme quoi, ça Ah dépend ouais. bien des châtaignes. Ah oui, c'est du costaud. Mais en fait, si on veut les rendre un peu plus tendres, il faut faire quoi? Les laisser cuire un peu plus longtemps, c'est ça? Voilà, tout à fait. Là, on est bon, non? Parfait. Allez. Dans cette purée, on va mettre le beurre, c'est ça? Voilà, c'est ça. Le beurre qui va fondre parce qu'elle est chaude. J'y vais? Voilà. Pas tout, pas tout. Hop, hop, hop. Attention, le rythme est important. Faut que ça fonde, c'est surtout ça. Ce serait pas mieux de malaxer avec la main, non? Ah, j'ai jamais aimé ça. Ah bon? Mais si vous voulez le faire, essayez. Ah non, 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 non. On le fait à la André. En fait, c'est un peu comme une sorte de crème au beurre, mais à la châtaigne. C'est tout à fait ça, oui. D'où la légèreté de la recette. Mais quand c'est bon, c'est toujours léger. Tati, vous voulez pas que je prenne la main? Ah, je veux bien. Ah, Allez, écoutez. Voilà, c'est ce que je me disais. Le reste du beurre est ajouté, ainsi que du sucre et du rhum, de préférence ambré. C'est celui que Tati André et Brigitte recommandent de choisir. Non, c'est pour ça. Et de rhum. Comme Voilà. ça. Voilà. Et puis, alors là, il faut attendre un petit moment Attends un peu, pourquoi? pour qu'elle refroidisse. Ah, d'accord. Pour Très la bien. mouler. Je commence à noter. Le non-trôné. Pour le gâteau de châtaigne d'André et de Brigitte, il nous faudra donc 800 g de châtaigne épluchée, 250 g de beurre, 200 g de sucre et quelques morceaux pour la cuisson des marrons, un sachet de sucre vanillé, 2 cuillerées à soupe de rhum. Et pour le glaçage, prévoyez 150 g de chocolat à 55% et 50 g de beurre. Ah, moi, je m'occupe du glaçage. Voilà. C'est à vous. Voilà. Alors, qui est-ce qui fait les finitions? Toutes les deux? Ah, au pinceau! Quand je disais que vous étiez des artistes. Le dessus, c'est Le dessus, encore, ça va, mais c'est les côtés. Elle est bien liquide. Particularité de ce gâteau, il ne se cuit pas. André et Brigitte vont le mettre au frais, si possible 24 heures, avant de le servir. Alors, on a tout, là. Voilà. Est-ce qu'on découpe notre gâteau? J'y vais? En tout cas, l'effet est assez bluffant, hein? C'est la vraie bûche. Dégustation. ma foi. En tout cas, Vous allez nous dire. on sent Voilà, vraiment bien faut la le châtaigne. dire, C'est parce que bon. nous, Puis on a vraiment ce petit goût de noisette un peu torréfiée. Voilà, C'est agréable, hein? Alors après, ça dépend de la châtaigne, hein, selon les goûts. Enfin, Bien sûr. Voilà. Mais C'est dense, mais c'est pas lourd du tout. voilà. Enfin, moi, quand j'aime, c'est jamais lourd, mais... Encore une nouvelle façon de cuisiner la châtaigne. Que de déclinaisons possibles finalement avec un seul fruit. Et je vous réserve encore une pépite. Pour terminer, comme à chaque fois sur nos routes de France, c'est avec un chef que l'on va refermer nos carnets consacrés aujourd'hui à la châtaigne. On retourne en Ardèche et c'est bien normal pour parler de ce produit qui assure la transition entre l'automne et l'hiver.
Claude Brioude est un chef, mais aussi l'auteur de l'ouvrage La Châtaigne, reine non couronnée de la cuisine. Autant vous dire qu'on a trouvé l'homme de la situation. Je lui ai demandé de réfléchir à une recette qui casse les codes. Alors tant pis pour ceux qui aiment la volaille, le marron et la crème. Place à une recette plus légère, qui n'en est pas moins savoureuse. Oui, donc si tu veux, j'ai marié le poisson et la châtaigne. C'est un mariage qui est plutôt pas courant, mais j'ai marié deux beaux produits d'Ardèche, donc la châtaigne et la truite des Hautes-Vallées de l'Ardèche. Donc j'ai fait une recette à base d'une raviole butternut châtaigne et safran d'Ardèche pour apporter un petit côté un peu épicé. Et puis truite, de l'oignon et une petite purée de châtaigne et un petit peu de chou pour le croquant. Donc la première chose à faire, ça sera la pâte. Dans le batteur, on met 2 œufs, un mélange farine de blé, farine de châtaigne. Donc là, il y a 200 grammes. 200 g, soit 100 g de farine de blé et 100 g de farine de châtaigne. Objectif de Claude, obtenir une pâte élastique en la pétrissant environ 10 minutes, tant que notre cuisinier met à profit pour préparer la farce de ses ravioles. Un petit peu d'oignon. Le butternut, je l'ai épluché, je l'ai coupé en brunoise plutôt régulière. Claude va la laisser compoter durant environ 20 minutes dans du beurre avec un peu d'oignon émincé, de sel, de poivre et de safran. On met le butternut. Donc là, la pâte est prête. Donc ce qu'il faut faire, on la rassemble bien et puis on va la fraiser un peu pour vraiment lui donner un peu de nerf. Donc une fois qu'on l'a abaissée, on la met dans un film et on la laisse à peu près au minimum 1 heure au frigo. Donc là maintenant nos butternuts en confit, donc on va les débarrasser pour les faire refroidir. Claude, qui a prévu de nous faire gagner du temps, récupère une pâte qui a déjà reposé et la baisse au laminoir pour confectionner ses ravioles. Moi je conseille toujours de passer 2 fois la même épaisseur, histoire d'avoir quelque chose de bien régulier. Sinon il faut y aller mollo et moi je dis toujours c'est pas la peine d'être trop gourmand, là on est assez fin. On va déposer un tout petit peu de purée de butternut. Il faut des tas à peu près bien réguliers. On vient poser sa pâte par-dessus, délicatement. On colle bien ces petites ravioles. Et après on découpe. On va accompagner avec une petite purée de châtaigne, donc là qui est très facile à faire. Donc une casserole, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Je mets pas de crème, j'utilise un lait entier. Pendant que ça cuit, on va pouvoir préparer les filets de truite. Alors, ce que j'ai déjà fait, c'est que j'ai récupéré la peau, que j'ai badigeonné de beurre, que j'ai mis entre 2 feuilles de papier sulfurisé, entre 2 plaques, et que j'ai fait sécher au four une dizaine de minutes à 180 degrés, pour avoir une sorte de tuile en fait. Donc là, on a une peau qui est très croustillante en fait. Pour les filets, donc là, pour 4 personnes, j'ai 4 filets, donc un tout petit peu d'huile de noisette, un petit peu de poivre. Et Claude les passe au four, 5 minutes à 80 degrés suffisent. Il ne faut pas trop les cuire. Il est temps pour notre chef de mixer la purée de châtaigne. Donc là, elle est bien lisse, il reste quelques grains, mais c'est pas gênant. Et de cuire les ravioles 2 minutes dans l'eau bouillante. Pas trop en mettre à la fois. L'heure du dressage a sonné. Un cordon de purée de châtaigne, un lit de purée d'oignon des Cévennes, bien sûr, préparé par avance. On est dans des couleurs très automnales. Hein. Et comme Claude a le sens de l'esthétique, il a mixé un peu de butternut, qui vient, elle aussi, égayer l'assiette automnale. Notre artiste ardéchois dépose son filet de truite coiffé de sa peau rôtie, ajoute quelques morceaux de feuilles de chou vert à peine blanchis qu'il a fait sauter dans du beurre, et un peu d'origan pour une touche de fraîcheur. Faut vraiment faire un dressage le plus simple possible. Mais entre nous, Claude, franchement, c'est pas si simple que ça. Quoi qu'il en soit, ça fait vraiment saliver. Bon, ben bon appétit, Julie. Merci Claude pour toutes ces astuces et ces petits secrets. La truite et la châtaigne, il fallait oser, et c'est réussi. Un résultat bluffant grâce à la dextérité de Claude sous le regard bienveillant de son papa.
Si vous passez vous aussi en Ardèche, allez rendre visite au clan familial. Claude est la 6e génération au fourneau. Rien que ça. Eh ben voilà, si demain vous avez un peu de temps, c'est simple. Après un petit tour au marché, chez le poissonnier, quelques châtaignes dans le panier, eh bien on y est presque. Si comme moi les recettes de nos grands-mères vous fascinent, n'hésitez pas à les transmettre, à les adapter. C'est aussi ça la cuisine française, un patrimoine vivant que chacun possède au fond de sa mémoire ou dans ses tiroirs. Je vous retrouve très vite pour de prochains carnets sur les routes de France. Salut!